Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Mais avant, j'accueille mon partenaire du jour qui n'est autre que Valentin Schirmer. Bonjour Valentin. Bonjour Clémence. Rédacteur en chef de l'étudiant libre. Comment se porte l'étudiant libre ? Très bien, très bien. Un Toujours numéro prochain est prévu. On a reçu le numéro hier même, donc sur l'argent, il va pas tarder à être distribué partout en France. Avec quels invités ? Avec des entretiens de Guillaume Travers et puis de Guillaume Travers. Bon, c'est très bien, Guillaume Travers déjà, il se suffit à lui-même. Allez, on se tourne vers notre invité vidéo. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Laurent Michelon. Bonjour. Et merci beaucoup d'être avec nous en studio aujourd'hui. Alors vous êtes entrepreneur en Chine, vous partagez votre temps entre Hong Kong et Beijing, vous êtes diplômé de Sciences Po et de l'INALCO, les Langzhou. Vous avez travaillé dans la région depuis plus de 20 ans, travaillé dans la diplomatie culturelle française et dans plusieurs groupes de communication internationaux avant de développer vos activités de conseil en société européenne, en Chine et pour des multinationales chinoises en Europe. Autant dire que vous connaissez bien cette région et vous publiez ce livre, Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémone isolée, aux éditions Perspectives Libres. Alors, un livre très intéressant et en même temps, j'ai envie de dire, je vais faire un peu de la Macronie, sur lesquels et Valentin Schirmer et moi avons tiqué sur certains éléments. Alors, je vais résumer votre pensée. Évidemment, vous allez me corriger pour nos auditeurs. Et ensuite, vous expliquer tout de suite ce qui nous dérange. Ensuite, je vais vous laisser nous expliquer exactement ce que vous souhaitez nous présenter aujourd'hui. Alors, vous signez avec ce livre, finalement, la fin de l'impérialisme chinois, de l'image que nous portons sur la Chine impérialiste. Vous montrez que finalement la Chine aujourd'hui porte un modèle de rejet de la politique progressiste occidentale qui revendique elle-même sa propre liberté dans, j'allais dire la libre disposition d'elle-même, mais en tout cas de sa culture et surtout de sa propre puissance régionale. Donc ça c'est intéressant de le souligner parce qu'en effet on peut rester sur des schémas un peu anciens. En revanche, je trouve que ça va un peu loin dans plusieurs éléments, notamment pour parler de la Chine de 2022, qui n'est plus celle des guerres de l'opium, c'est votre chapitre 1, d'une diplomatie gaullienne et une gouvernance maurassienne, on va y revenir. Et puis, alors à la fin aussi, vous parlez de l'équilibre entre la sécurité et la liberté. Et alors là, autant vous dire que c'est quand même particulièrement étonnant à lire quand on voit ces images. Alors vous allez nous expliquer également d'hommes en blouse blanche terrifiants en Chine qui viennent réguler la population, les empêcher de sortir de chez eux. Et certains vont finir par mourir dans des camps d'internement covidistes. Et vous dites: la recherche d'un équilibre entre les libertés individuelles et la sécurité collective est une préoccupation de tout souverain dans l'histoire de l'humanité. Là-dessus, on est d'accord, pourquoi pas. Mais nulle part ailleurs qu'en Chine, ce mouvement de balancier, donc je rappelle, entre sécurité et liberté, n'est si proche de l'équilibre. Alors là, vous y allez franchement fort de café. Oui, alors c'est une très longue question. Donc oui, voilà, vous avez une heure. Voilà. Alors je vais commencer par reprendre peut-être la présentation de la Chine sur la question d'aujourd'hui. de l'impérialisme. Alors non, la Chine n'abandonne pas une politique impérialiste parce qu'elle n'en a jamais eu. Mais justement, elle répond en ce moment au procès d'intention qui lui est fait par l'Occident, qu'elle pourrait, comme, on va dire, l'hégémon, ce que j'appelle l'hégémon, qui est en fait cet axe qui va de Washington à Bruxelles en passant par Londres, qu'elle aurait cette tentation, de par sa place maintenant comme première ou deuxième économie du monde, puissance régionale, puissance diplomatique, de développer elle aussi une politique impérialiste. Or, il n'en est rien. Elle développe un modèle qui lui est propre et qu'elle n'érige pas en modèle pour les autres, en plus. Et donc, en fait, c'est une réponse... Là-dessus, on peut s'entendre, on va développer, mais je pense que en effet, c'est très intéressant de voir qu'elle a son propre modèle, comme la Russie. Voilà. Et là-dessus, il y a vraiment des éléments intéressants, en effet, dans votre livre à ce sujet. Voilà, et il faut regarder un peu ce que font d'autres personnes bien plus prestigieuses dans ce domaine, comme Alexandre Douguine, qui parle du deuxième monde. Et justement, la Chine, la Russie, les BRICS, en fait, c'est vraiment l'émergence du deuxième monde, mais qui ne s'érige pas en nouveau premier monde, ni en compétition avec le premier monde, mais aussi la Chine a commencé à se redéfinir comme État-civilisation.
ce que la Russie a voulu emboîter le pas juste derrière en disant mais nous aussi nous sommes un État-civilisation. Et ils ne contestent pas le fait que l'Occident, le premier monde, soit un État-civilisation, mais ils disent mais c'est un État-civilisation comme les autres. Ni plus ni moins, qui est un peu en décadence, on va dire, sur beaucoup de points de vue. Mais il n'y a pas de volonté de devenir premier. C'est ça qui est très important parce que c'est un peu l'impression qu'on a dans les médias occidentaux, c'est toujours de nous faire peur en nous disant mais la Chine va devenir, enfin la Chine est un ogre qui mange tout, qui consomme tout. Et ça pourrait pas être plus éloigné de la vérité. Donc ça c'est la première chose sur le soi-disant impérialisme chinois qui n'existe pas. Par contre il y a une volonté avec les nouvelles routes de la soie de vraiment développer des relations très étroites avec ses voisins. La Chine a toujours été comme ça, n'est pas intéressée par une dimension mondiale. On voit qu'ils ont sabordé leur flotte au XVe siècle, au moment où c'était la plus grande flotte maritime du monde, pour se recentrer sur eux-mêmes. Et la Chine, ce qui intéresse la Chine de tout temps, c'est d'avoir un environnement pacifique, alors avec une relation de vassalité dans l'histoire avec ses voisins, mais il n'y a pas du tout d'ambition mondiale ou en tout cas universelle. Voilà, c'est ce qui est important. Sur la question de la... Non, il y a encore une fois un parallèle qui peut être fait avec la Russie. Oui, je pense. Je pense qu'il y a entre ces deux États-civilisations qui ne sont pas, comme on l'entend aussi souvent, comme, excusez-moi l'expression, comme cul et chemise. Ce sont deux États qui ont été, on va dire, qui se sont fait la guerre et qui ne se sont pas entendus pendant de très nombreuses années. On se rappelle les années 60. Ça a été jusqu'à la guerre du Vietnam en 1979, où en fait c'était une guerre entre la Chine et la Russie, mais au Vietnam, qui a duré 15 jours. Mais donc ce ne sont pas des États qui naturellement s'entendent bien entre eux. Il y a toujours beaucoup de méfiance, mais du fait du comportement, on va dire, anxiogène du premier monde, donc de notre Occident, ils ont été forcés ils sont arrivés à la conclusion que les ressources plus la capacité industrielle, ça allait bien ensemble, et donc ils se sont vraiment rapprochés. Mais on peut imaginer... La réelle politique. Voilà, réelle politique, exactement, mais on peut imaginer que si l'hégémon, le premier monde, devenait moins agressif, la relation sino-chinoise redeviendrait un petit peu ce qu'elle était avant, c'est-à-dire depuis les années 90, 91, la chute de l'Union soviétique, on va dire jusqu'à les années 2000, ou même après le premier mandat de Vladimir Poutine, les relations étaient cordiales, mais sans plus. C'est après qu'elles se sont vraiment rapprochées. Valentin. Non, effectivement, alors sur cette partie-là, on s'entend totalement le fait que la Chine soit beaucoup moins, en tout cas n'a pas de prétention universelle vis-à-vis des États-Unis. Alors elle a ses investissements à l'étranger, mais qui n'ont pas vocation à imposer une idéologie, plus à simplement servir l'économie chinoise, même si de fait ces investissements restent en tout cas un danger et n'apportent pas à l'économie finalement française, enfin peuvent contrarier l'économie française. On pense au vignoble, le port d'Athènes. Donc il y a quand même beaucoup d'investissements, et c'est normal, qui sont faits à l'étranger. Là où on vous suit un peu moins dans ce livre, c'est quand vous expliquez que effectivement l'équilibre entre les libertés individuelles et la sécurité est garanti en Chine. Nous, on a reçu ici des témoignages de Français qui ont subi le confinement en Chine, qui n'étaient pas contaminés par le Covid, mais qui, parce qu'ils habitaient 1 ou 2 étages au-dessus d'une personne qui a été testée positive au Covid, ont été emmenés en quarantaine pendant une semaine sans pouvoir se doucher, sans avoir de moyens de contacter ses amis. Il y a eu également... Et puis précisons que cette personne était acquise à la mentalité. Elle vivait depuis 20 ans en Chine. Très heureuse de sa vie sur place. Et elle cherche maintenant à quitter la Chine à tout prix. On a eu également ces vidéos qui peuvent être attestées sur ces cris de faim qu'on entendait dans les quartiers de Shanghai, puisque les populations n'étaient pas nourries depuis plusieurs jours. Donc vous comprenez qu'on peut reprocher effectivement la politique sanitaire en France, mais ça n'a pas donné lieu à ces situations-là en France. Bien sûr, mais alors je ne mets pas en cause les témoignages que vous avez reçus éventuellement. On sait que ça s'est passé. Des immeubles entiers ont été mis en quarantaine, des quartiers entiers, des villes entières. Vous remarquerez que dans le livre, je ne parle pas du Covid parce que c'est encore tôt pour en parler. Hein. La politique du zéro Covid en Chine vient à peine d'être levée. Il y a eu
à l'évidence des excès, des erreurs. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit, c'est que quand la population s'est mise à vraiment manifester dans la rue contre cette politique du zéro Covid, il y a eu un pas en arrière immédiat qui a été fait par les autorités chinoises. Et ce que je dis souvent, c'est si ça, c'est pas une expression de démocratie dans un certain sens, je sais pas ce que c'est, parce qu'il n'y a pas eu de LBD, il n'y a pas eu de gaz lacrymogène contre cette population-là. Donc, les gens qui... Alors, là aussi, ils ont été attrapés et enfermés dans des camps. Là aussi, le vocabulaire, moi, me gêne un petit peu parce que quand on parle de la Chine, on met toujours des mots qui rappellent l'Allemagne des années 30, des camps, des choses comme ça. C'est pas non plus... Oui, mais c'est pas des camps, ce sont des endroits de quarantaine. Voilà. Bon, il se trouve que comme en Chine, il y a beaucoup de monde, il faut faire des endroits... très grands, des hangars avec des partitions. Il y a la même chose à Hong Kong, et ça, on n'en parle pas, alors que c'est pourtant exactement les mêmes conditions. Effectivement, des gens ont été emmenés. Alors, là aussi, on dit toujours de force. Moi, je connais beaucoup de gens qui y sont allés eux-mêmes parce qu'ils étaient malades chez eux, et on leur a donné le choix. On leur a dit, est-ce que vous voulez être en quarantaine dans une chambre chez vous, ou est-ce que vous préférez, pour ne pas contaminer votre famille, partir dans ce que vous appelez des camps de quarantaine. Et les gens choisissaient. Ils pouvaient aller se mettre à l'écart pendant une semaine, 10 jours, jusqu'à ce qu'ils soient testés négatifs. Donc, oui, il y a eu des choses qui nous choquent, tout à fait, et je comprends tout à fait des Français qui ont, ou des étrangers qui en ont eu ras-le-bol et qui ont décidé de partir. C'est un peu dommage, je pense, parce que même si ça a été dur, c'est passé, maintenant on est à un retour sur la normale. Après, quand on parle des gens qui crient de faim, il y a eu beaucoup de manipulations là-dessus aussi, dont on n'a pas du tout parlé dans les médias français. Des gens qui avaient des rendez-vous réguliers avec du personnel du consulat américain, pas au consulat américain, mais dans des grands hôtels où on leur donnait des instructions sur quoi faire, pour avoir justement des choses comme ça, un peu télévisuelles, télégéniques, parce qu'il n'y a pas eu de mort de faim. Le gouvernement faisait des livraisons de nourriture, je le sais. Oui, mais il y a eu des pénuries et il y a eu des. Moi, j'ai également un ami qui m'a confirmé qu'un ami prêtre à lui qui habitait en Chine a vécu pendant plusieurs jours sans nourriture et sans savoir quand la nourriture reviendrait. Mais au-delà de la politique du Covid, ça va plus loin que ça parce que la Chine, et d'ailleurs vous le dites vous-même dans le livre, Xi Jinping se réclame également du maoïsme et du marxisme-léninisme. Alors il se réclame aussi de la dynastie chinoise, parce qu'il faut bien comprendre que le communisme en Chine est beaucoup plus une continuité de la dynastie impériale chinoise que par exemple ce qui a pu se faire en Russie, mais il se réclame clairement aussi de cette idéologie-là, et notamment Mao et Staline ont été extrêmement précis et promoteurs de cette expression de l'ingénierie des âmes, dont le but est de remodeler les esprits humains pour les rendre conformes à l'idéologie du parti. Pardon les mots, l'expression du totalitarisme, de fusionner l'individu, le parti, l'État. Et Xi Jinping ne critique pas en tout cas cette vision-là de l'homme et de la manière de la politique. Et on va y venir après, mais c'est ce qui me pose vraiment problème quand vous parlez d'une gouvernance d'inspiration maurassienne. Alors, quand je parle là, on est sur deux sujets différents. Ouais, non, mais on parlera de maurassisme. Voilà. Ok. Alors, non, Xi Jinping ne se réclame pas de Mao. La pensée de Xi Jinping est une synthèse de la pensée de Mao, de Deng Xiaoping et de son prédécesseur, Hu Jintao. Donc, c'est quand même très différent. Ce ne sont pas des gens qui se réclament de quelque chose. Il y a en Chine un respect pour ce qu'a fait Mao, même s'il y a eu des énormes erreurs qui ont été admises par le parti, mais c'est pas pour ça qu'on met tout à la poubelle. Les Chinois ont quand même conscience que c'est Mao qui les a sortis du siècle d'humiliation. Donc il n'est pas question pour un dirigeant chinois de critiquer et de faire ce qu'ils appellent du nihilisme historique, de critiquer les dirigeants passés, qui ont tous fait des erreurs, qui n'en fait pas, mais qui, sur le long terme, la Chine n'a fait que s'améliorer depuis les 40 dernières années. Et c'est ça que regardent les Chinois. Ils se disent, mais finalement, par rapport à 1978, on est quand même bien mieux. Et nos dirigeants, ils sont ce qu'ils sont. Par exemple, vous avez pu voir aussi à la télévision des manifestations au milieu des manifestations anti-Covid, il y avait des gens qui criaient démission de Xi Jinping, des choses comme ça. Et ça, typiquement, ça n'est pas chinois. Les Chinois ne réclament jamais la démission de l'empereur, entre guillemets, ou du président. Surtout pour des problèmes qui vont être locaux. Donc, dans la tradition chinoise, mais même impériale, quand il y avait des injustices au niveau local, on allait justement à la capitale demander l'aide de l'empereur pour régler les abus des potentats locaux.
Comme à Donc l'époque, aujourd'hui, le royalisme en France, on allait voir le roi pour régler le problème plutôt Exactement. que de lui demander sa tête. Exactement. finalement. Donc ces cris dans les manifestations, ça a été prouvé, ce sont des agitateurs étrangers, soit étrangers occidentaux, soit étrangers taïwanais, hongkongais. Voilà. Alors, je voudrais, à ce sujet, puisque c'est exactement ce que vous expliquez à un moment donné dans votre livre, la différence, et je voudrais que vous développiez également cette idée, entre l'État profond en Occident et le peuple profond en Chine. Et je vais vous citer rapidement. Vous dites, contrairement au gouvernement des démocraties occidentales qui utilisent le stratagème du scrutin électoral pour prétendre représenter le peuple, le PCC, donc le Parti communiste chinois, ne prétend pas être le peuple. Il a libéré le peuple de ses oppresseurs étrangers, de ses ennemis de classe en 1949 et travaille depuis à la renaissance de la nation chinoise. La légitimité et la pérennité du PCC et du gouvernement chinois sont assurées tant qu'il protège les intérêts de la nation et sa population. Donc c'est un peu ce que vous disiez. Je voudrais que vous développiez un peu cette question de peuple profond en Chine. Oui, alors le peuple profond, on va dire, c'est... alors c'était plutôt un jeu sur les mots parce qu'il y avait état profond, Oui. qui est une expression utilisée régulièrement. Le peuple profond, c'est justement ce peuple chinois qui, malgré toutes les, on va dire, les trépidations de l'histoire chinoise, qui est un peuple qui a beaucoup souffert dans son histoire, est très patriote, sans qu'il y ait besoin de propagande un peu on va dire vulgaire parce que il y a justement cette sensation dans l'éducation chinoise d'un état civilisation. Ça n'est pas le renouveau de la Chine, ça n'est pas qu'une conquête de la richesse matérielle, c'est un retour à pouvoir vivre selon les traditions ancestrales chinoises, les traditions chinoises, la famille, l'importance de l'éducation, l'importance de la piété filiale et ces choses-là. Et là, il y a vraiment en ce moment une recherche justement de ne pas aller vers les excès du capitalisme libéral dont ils voient les limites, parce qu'ils voyagent beaucoup, les Chinois voyagent beaucoup aux États-Unis notamment. Et on voit donc qu'il y a un retour, mais qui est demandé par la population, qui n'est pas une injonction du gouvernement, de pouvoir vivre dans une société qui est capitaliste, parce qu'il n'y a pas de... Il y a une ambition de créer un État socialiste à la fin, mais enfin bon, on voit tous les jours que c'est une société capitaliste, mais de pouvoir vivre on va dire en symbiose avec les traditions chinoises auxquelles les gens sont très attachés. Donc il y a un retour de la religion, contrairement à chez nous, où il y a eu, avec l'enrichissement, une perte d'intérêt pour la religion. Là, c'est le contraire. Alors, on pourra dire c'est parce que les communistes avaient éradiqué la religion, mais maintenant, il y a un retour, et toutes religions confondues, aussi bien le bouddhisme que le christianisme, que le taoïsme. Voilà, donc c'est un peu ce que je veux dire par le peuple profond, c'est vraiment le peuple qu'on n'a pas besoin d'endoctriner pour le rendre patriote, d'endoctriner pour le rendre souverainiste, des choses comme ça. Ça vient naturellement par la richesse de la culture et la tradition chinoise, en fait. Il n'y a pas d'ingénierie, de tentative d'ingénierie depuis Mao, par l'appareil médiatique, par la production culturelle. Je rappelle que Staline disait que la production d'âme est plus importante que la production de chars. Il n'y a pas du tout de projet qui a été mené pour rendre ce peuple chinois plus... Alors on peut pas dire ça, notamment dans l'éducation des enfants. Clairement, le siècle d'humiliation aux mains des marchands d'opium occidentaux, ça, c'est toujours dans les bouquins d'histoire. Ça n'est pas effacé. Le gouvernement, le Parti communiste n'a pas l'intention de donner une ardoise blanche aux Occidentaux en disant on a tout oublié et maintenant tout va bien. Mais il n'y a pas non plus de demande de repentance ou de compensation ou quoi que ce soit. Mais par contre, on rappelle au peuple chinois, attention, justement, quand il y a une épopée bourgeoise comme il y a eu en Chine de 1912 à 1937, ça a créé une lutte des classes, plus une invasion étrangère, japonaise, qu'il a fallu ensuite combattre très douloureusement. Et donc le gouvernement rappelle à son peuple que ça a existé, que ça pourrait revenir, et ça explique notamment les mises au pas de certains grands capitaines d'industrie comme Jacques Ma. Il y a quand Vous même avez pu consulter des médias aussi. Vous avez pu consulter des ouvrages d'histoire chinois pour l'éducation ou pas du tout? Oui. En plus, des événements comme le Grand Bond en avant, comme ces choses-là sont évoquées dans l'histoire. C'est évoqué comme des tragédies. Oui. Voilà. Alors après, il n'y a pas de mea culpa qui est écrit noir sur blanc, mais c'est évoqué et tout le monde a compris qui était responsable de ça. Mais il n'y a pas de volonté non plus de donner une carte blanche à l'Occident en disant il ne s'est rien passé et on est réconcilié. Il y a quand même, c'est pour ça que je dirais il n'y a pas de propagande anti-occidentale, mais on rappelle au peuple chinois que
il faut être sur ses gardes. Ouais, en fait, en vous lisant et en vous écoutant tout de suite, on se dit finalement, oui, il y a une propagande qui est très forte, il faut pas le nier en Chine. La question, c'est est-ce que finalement, nous, avec nos yeux d'occidentaux, on a le droit ou le devoir de porter notre propre modèle sur ce pays-là. Moi, c'est plutôt comme ça que j'interpréterais, parce qu'on fait toujours la même erreur avec la Russie en disant, oui, mais regardez, là-bas, ils ont moins de chaînes de télévision, etc. Alors d'abord, on peut contester notre propre modèle, parce que finalement, sous des apparences de démocratie, il y a beaucoup de choses qui sont interdites. Et puis finalement, est-ce que c'est à nous d'aller porter notre propre jugement de valeur et apporter nos valeurs dans ces pays-là? C'est plutôt comme ça, en fait, je pense que c'est intéressant, que votre livre est intéressant, puisque on se dit finalement, on n'a pas à apporter nos propres grilles de valeurs sur ce pays-là qui, certes, moi, j'irais pas dire qu'il est démocratique, j'irais pas dire qu'il n'y a pas de propagande. Enfin, je pense que c'est assez énorme de le dire comme ça. À l'inverse, peut-être que c'est son fonctionnement et qu'il faut l'accepter en fait tel qu'il est. Tout à fait. Alors, c'est un passage dans l'ouvrage où j'explique justement qu'il y a de la propagande, évidemment, mais il ne faut pas perdre de vue que nous aussi, nous avons de la propagande. Et le problème, c'est des Occidentaux, c'est qu'on on s'est mis un peu sur un piédestal moral nous-mêmes, où on a l'impression que nous avons de l'information et que c'est les gens qui sont dans des pays communistes un petit peu... arriérés, qu'on considérait comme arriérés, mais enfin qui finissent par nous dépasser maintenant, eux mangent de la propagande et nous avons de l'information. Il n'y a rien de plus faux. La propagande est polymorphe, on va dire, dans nos pays. Il y en a en Chine, mais la différence, c'est que les Chinois savent qu'ils mangent de la propagande. Nous, on ne le sait pas. Et effectivement, pour parler de de faire le prosélytisme de notre modèle, je pense qu'il n'y a pas de plus grosse erreur à faire. On n'a plus le pouvoir d'attraction qu'on avait dans les années 80-90, où on voyait la statue de la liberté sur la place Tiananmen. Il y avait cette espèce de naïveté, on pensait que la démocratie libérale, c'était la liberté. Là, les Chinois sont revenus de ça, et ils sont prêts à respecter notre système, mais ils accepteront plus qu'on essaie de leur imposer quoi que ce soit. Mais ça, c'est particulièrement intéressant d'ailleurs. Valentin. Non, mais effectivement, là-dessus, pour le coup, c'est une partie du livre où je vous suis complètement, cette idée que, effectivement, ce que vous appelez l'hégémon a essayé d'imposer un universalisme, voilà, que maintenant les peuples on appelle ça le tiers-monde, mais en tout cas de la troisième voie, ont refusé d'appliquer pour eux, et ils ont parfaitement le droit. Mais là où, effectivement, moi, en tout cas, en lisant votre livre, j'ai aussi cette impression que vous présentez la Chine comme presque fondamentalement innocente, notamment sur la question, alors peut-être que j'ai un peu loin, mais sur la question du Tibet. Vous expliquez qu'aujourd'hui, la population est beaucoup plus soutient beaucoup plus le gouvernement chinois qu'il y a un demi-siècle. Et effectivement, il y a eu aussi toutes ces affaires de soutien américain au Tibet qui ne sont plus approuvées. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi le fait tout simplement qu'un tiers de la population tibétienne a été exilée et qu'aujourd'hui, il y a une politique de sinoisation du Tibet qui fait que forcément, c'est presque un remplaçant de population? Alors là aussi, la question du Tibet, j'en parle parce qu'on n'en parle plus en Chine, hein, et on n'en parle plus dans les médias occidentaux non plus. Là, on a changé, ce qui est devenu à la mode, c'est le Xinjiang avec les Ouïghours. Voilà. Le Tibet, c'est clair qu'il y a eu une politique de sinisation qui a été déclenchée à cause de la présence, comme vous disiez, de la CIA, qui en plus publiquement admis qu'elle entraînait des gens à faire du sabotage, il y avait des transferts d'armes et des choses comme ça. Donc la Chine a remis la main sur sa région de façon un peu, on va dire, un peu brutale. Voilà, exactement. Mais maintenant, c'est quand même une des 3 régions avec le plus fort taux de croissance depuis 4 ou 5 ans. Alors, vous me direz, il partait de bien bas, c'est vrai. Mais en même temps, il y a un renouveau, il y a un encouragement au renouveau de la culture traditionnelle tibétaine, qui est encouragé par le Parti communiste chinois. Alors, il y a des gens qui diront, c'est de l'appropriation culturelle, c'est du folklore, c'est pour nous faire croire que... Certes, on peut toujours faire des procès d'intention. Ce que je pense, c'est qu'il faut regarder sur le long terme. Ce que je sais aussi, c'est que, bon, effectivement, il y avait une diaspora tibétaine, mais les gens qui se sont placés à la tête de cette diaspora tibétaine n'ont pas été mandatés par les Tibétains pour les représenter. C'est on va dire, une théocratie médiévale qui prêche un retour à une tradition dont les Tibétains ne veulent pas non plus. Donc on pourrait demander aux Tibétains aussi, est-ce que vous êtes content de ce que vous avez maintenant sous un régime chinois? Alors oui, non, il y a certainement des améliorations à faire, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ne seraient pas intéressés de retourner à ce qu'il y avait avant. Donc le Tibet, je dirais...
C'est quelque chose qui a été instrumentalisé par l'Occident, très médiatisé. Moi, j'ai toujours été surpris que les Occidentaux étaient au courant de tout ce qu'il fallait savoir au Tibet. Ils avaient tous les mêmes éléments de langage, sans rien savoir sur la Chine. Donc ça, c'est pour moi une preuve de propagande. Le Tibet, je dirais, il faut y aller, si on peut y aller. Et il faut donner du temps au temps. Je veux dire, il y a eu tellement de tentatives de déstabilisation sur le long terme. On a vu Hollywood ce qu'ils ont fait jusqu'au début des années 2000. Il faut laisser à la Chine le temps de remettre ça en place. Alors, on va continuer d'en parler et j'aimerais bien qu'on parle justement de la place, du rôle de l'OTAN vis-à-vis de la Chine. Toujours très intéressant également, Laurent Michelon. Mais il est 9h01 sur Ligne Droite et c'est l'heure des informations avec Emmanuel Noël. Ligne droite. Très haut, il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Nous sommes toujours avec Laurent Michelon, entrepreneur en Chine, diplômé de Sciences Po et de l'INALCO, les langues orientales. Donc vraiment la plus belle maison, je dis ça parce que j'en sors aussi, des sphères d'influence étrangères et notamment là j'imagine que vous c'était donc chinoise et auteur de Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémonie isolée. C'était mal noté sur mon papier, mais c'est bien l'hégémon isolé dont vous parlez aux éditions Perspectives Libres. Alors, je voudrais qu'on revienne justement à cet hégémon isolé. Donc, finalement, pour résumer, quel est cet hégémon ? L'hégémon, on va dire, si on fait une liste de pays, c'est les États-Unis, l'Angleterre, qui ensuite ont entraîné derrière eux, plus ou moins de force par la coercition, on va dire, les autres pays occidentaux, dont notamment l'Europe de l'Ouest. Et vous citez notamment, et ça c'est quand même très intéressant, toujours très intéressant de reparler de l'OTAN, évidemment l'œuvre de l'OTAN aux frontières, on commence à en parler un peu avec le Tibet, aux frontières de la Chine. Là encore, c'est vrai qu'on voit se développer ce schéma qu'on a pu analyser notamment avec la guerre en Ukraine et puis la Russie. Un schéma un peu répétitif de l'OTAN qui vient se rapprocher petit à petit et titiller, embêter les frontières de l'étranger proche des puissances régionales telles que la Russie ou la Chine. Tout à fait. C'est ce qu'on voit en ce moment en Asie, où il y a clairement une tentative d'étendre l'OTAN à l'Asie. Donc on se demande qu'il ne faudra pas changer de nom parce que ça parle de l'Atlantique Nord au départ, mais là clairement ils ont embarqué derrière eux l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Japon et la Corée, et notamment avec ce nouveau groupement dont on a tous entendu parler, l'AUKUS, qui en fait maintenant va devenir le JAUKUS, parce que c'est clairement le Japon qui est en train de prendre la tête de cette coalition. Et cette coalition a clairement comme objectif de contrer une Chine qui est décrite comme agressive, alors qu'en fait, c'est toujours pareil, on construit des bases autour de la Chine, et on lui dit, mais regardez où est-ce qu'ils ont placé leur pays, juste à côté de nos bases. Donc la Chine, effectivement, est dans une démarche de développement de sa puissance militaire. C'est normal, on vient la titiller à côté de... Imaginons l'armée chinoise qui enverrait des frégates et des porte-avions entre la Floride et Cuba. On imagine tout à fait la réaction des Américains. D'ailleurs, il y a eu des affaires comme ça dans l'histoire de la guerre froide. Donc, exactement, et on a vu comment ça a été... ils ont réagi très brutalement, et c'était la menace à la guerre nucléaire tout de suite. Donc la Chine se renforce, c'est tout à fait normal. Et il y a une instrumentalisation, en fait, toute cette histoire de JAUKUS, c'est en fait dirigé contre la Chine sur la question de Taïwan, qui, depuis le début, depuis les années 50, a été instrumentalisé pour être le caillou dans la chaussure de Pékin. Vous diriez, je vais vous faire un parallèle peut-être un peu grotesque, mais vous diriez que Taïwan, c'est l'Ukraine de la Russie ? Voilà, on pourrait dire ça. Alors la Chine indique bien qu'il y a une grosse différence entre Taïwan et l'Ukraine, dans le sens où la Chine a toujours revendiqué sa souveraineté totale sur Taïwan et sans condition. Sur l'Ukraine, on sait que ça a été discuté pendant la période soviétique. C'était on va dire un État indépendant. Donc je dirais que c'est pas exactement la même chose, mais oui, vous avez raison. C'est le même modèle qui est en train d'être développé, le même fonctionnement. En fait, on prend un pays limitrophe ou une région limitrophe,
on l'entraîne militairement, on explique à sa population qu'elle n'a rien à voir avec le pays. Il y a une tentative depuis les années 2000. Oui, on nourrit les minorités agissantes. On leur dit vous n'êtes pas chinois, vous êtes taïwanais, comme on disait aux Ukrainiens, vous n'avez rien à faire avec vos frères russes. Alors ça va être plus compliqué pour l'OTAN entre la Chine et Taïwan parce que d'abord ils sont tous chinois, ils le savent, personne ne le conteste. Alors, il y a des gens à Taïwan qui disent nous sommes taïwanais donc nous sommes différents. Il y a un développement de l'identité taïwanaise, il y a des différences qui sont, on va dire, incontestables, mais il y a quand même, on voit aussi bien d'un côté que de l'autre, des déclarations qui sont apaisantes, dans le sens où, par exemple, le président du Kuomintang, qui est le parti d'opposition actuellement, mais qui va apparemment revenir au pouvoir si on regarde les résultats des récentes élections municipales, qui disent nous sommes tous des fils de l'empereur jaune, un Chinois ne tue pas un Chinois. Donc ça va être plus compliqué, plus compliqué pour l'OTAN d'arriver à ses fins à Taïwan, comme ça l'a été à Hong Kong, par exemple. À Hong Kong, il y a eu 150 ans de présence britannique, donc c'était beaucoup plus facile, ce qui explique la période de terreur noire de 2019-2020. Mais ça, ce sera plus compliqué à mettre en place à Taïwan parce qu'il n'y a pas d'hostilité envers la Chine. Et les populations sont beaucoup plus proches. On va dire la classe commerçante de Taïwan, ils sont tous en Chine, ils ont tous leurs usines en Chine, leurs enfants travaillent en Chine, ils sont mariés avec des Chinoises. Donc il y a vraiment une espèce de symbiose qui s'est créée déjà depuis longtemps. Arriver à une séparation entre les deux totale, ça serait artificiel. Alors, je voudrais juste, dans la continuation de cette idée, poser encore une question, et après je sais que Valentin Charmer brûle de vous interroger également. Il y a quand même un paradoxe énorme que j'ai du mal à comprendre avec cette présentation du modèle chinois. C'est qu'aujourd'hui, on l'a bien vu, les Occidentaux, l'OMS notamment, ont complètement d'abord félicité la Chine pour sa gestion du Covid et ensuite suivi le modèle chinois. On a entendu, et j'avais déjà passé cet extrait d'Olivier Véran qui disait que pour lui, le modèle chinois, la Chine était le pays qui avait le mieux géré, à l'époque en tout cas, sa pandémie, son épidémie. Alors, c'est vrai que là, on se demande comment ce modèle que vous dites justement en opposition avec les Occidentaux qui revendique son propre fonctionnement, etc. Comment vous expliquez aujourd'hui que les pays occidentaux appliquent les fonctionnements chinois et puis le protègent presque, parce que pour cette histoire de pandémie, de fuite des laboratoires de Wuhan, on a bien vu que les enquêtes ont été empêchées. Il a fallu attendre énormément de temps pour qu'on puisse autoriser une enquête et au moment où évidemment il n'y avait plus aucun élément sur place. Alors sur la question du Covid, je suis très prudent parce que comme je disais, c'est encore en cours de développement en Chine et en Occident aussi. Je pense qu'on n'est pas encore arrivé au fond de ça. Ce que je sais, c'est que la Chine a accepté des délégations de l'OMS qui sont venues deux fois. Oui, combien de temps après Voilà, mais tout en demandant, les Chinois ont dit, on est d'accord, mais il faut qu'il se passe la même chose aux États-Unis à Fort Detrick, ce qui a été refusé évidemment par les États-Unis. Donc les Chinois ont dit, mais s'il n'y a pas de réciprocité... Pourquoi où ça à Fort Detrick. C'est là où il y a un autre laboratoire. Un autre laboratoire qui travaillait avec le laboratoire de Wuhan, et où apparemment... selon certaines sources, il y aurait eu des fuites même avant Wuhan. Et où éventuellement les mêmes recherches auraient été faites. Donc les Chinois ont identifié ce laboratoire en disant, à ce moment-là, on veut la même chose à ce laboratoire-là. Ça a été refusé par les États-Unis. Donc les Chinois ont dit, mais s'il n'y a pas de réciprocité, on ne va pas faire ce que vous voulez. Voilà. C'est tout ce que je veux dire sur le Covid, parce que... je pense qu'on n'est pas arrivé au bout de ça. Même ce qui s'est passé récemment avec l'arrêt total de la politique zéro Covid en Chine est très étrange. Alors il y a beaucoup de spéculations sur ces choses-là. Il y a des gens qui vont dire mais c'est arrivé la même semaine du décès de Jiang Zemin et on savait qu'il y avait des luttes de factions. C'est arrivé. Il y a plein de suppositions, mais on n'a pas. Personne, même en Chine, personne ne peut vous dire voilà ce qui s'est passé. Moi, ce que je vois, c'est qu'il y a eu une contestation sociale avérée sur le Covid, qu'il y a eu une tentative de récupération pour en faire une révolution de couleur par quelques agitateurs qui ont été arrêtés, qui ont été identifiés. Et le gouvernement, et ça m'a été dit par un certain nombre de Chinois qui m'ont dit, sur ce coup-là, le gouvernement a très bien joué. Ils ont fait exactement ce qu'il fallait faire. Il ne fallait pas laisser la situation dégénérer parce qu'il y avait une vraie grogne sociale légitime.
que personne n'aurait compris si le gouvernement s'était entêté là-dedans. Donc le gouvernement a pris acte et a relâché en disant à tout le monde, ça fait 3 ans que le gouvernement s'occupe de vous, maintenant la santé c'est votre responsabilité. Et ça ça circulait sur les immeubles. Oui, d'ailleurs, et là maintenant on entend parler de remontée du Covid en Chine. Alors est-ce que ce sont des chiffres qui sont instrumentalisés pour montrer que les Chinois ont eu bien tort de demander un peu de liberté? Oui, mais c'est exactement c'est une question ouverte et on le savait même avant que cette question allait arriver, parce que en fait pendant des semaines, les médias occidentaux critiquaient la politique zéro Covid en disant c'est du suicide, ils pourront jamais le faire, ils arriveront jamais à éradiquer. Et le lendemain où la Chine abandonne cette politique, les médias embrayent sur autre chose en disant mais c'est insensé, ils vont avoir des centaines de milliers de morts. C'est pile je gagne face tu perds. Ouais, on peut voir ça comme ça. Valentin Schirmer. Moi, je voudrais revenir parce que c'est quelque chose qui m'a beaucoup taraudé, cette gouvernance d'inspiration maurassienne que vous décrivez. Il se trouve que moi j'ai lu mes idées politiques de Maurras il y a quelques mois, ça m'a permis de me replonger hier soir dedans, je vous remercie beaucoup pour ça. Mais voilà, le fait, alors vous parlez du parti unique qui serait assimilable au roi, qui fait que voilà, on peut gouverner par-delà les factions partisanes, ce qui est indéniable, mais n'empêche que vous oubliez quand même que selon Maurras, c'est l'inégalité naturelle qui fonde la société et le régime communiste justement. Par son principe révolutionnaire refuse cette inégalité puisqu'il veut assurer l'égalité et je me suis permis d'ailleurs de vous soumettre une citation que j'ai trouvée dans Jean-Charles Maurras, Mes idées politiques. Le communisme dilué s'appelle socialisme, le socialisme dilué s'appelle radicalisme, démocratisme et républicanisme. À quelque degré que soit porté le principe poison, on se rend compte qu'il tue naturellement, nécessairement la cité et l'État, la patrie et l'humanité. C'est quand même difficile de se revendiquer communiste et d'inspiration maurassienne en même temps. Oui, alors quand je dis d'inspiration maurassienne, je dis pas que Xi Jinping est allé lire Maurras et a dit voilà on va changer. Non, j'établissais un parallèle sur la question du nationalisme intégral. Qui est donc on va dire le développement du souverainisme vraiment à 360 degrés. C'est-à-dire que la Chine tient à cœur sa souveraineté, pas juste territoriale, pas juste le contrôle sur sa population, mais également la souveraineté alimentaire, la souveraineté énergétique, la souveraineté financière. C'est vraiment un souverainisme, on va dire, à 360 degrés. Après, la question que vous mentionnez sur le roi, oui, alors on peut grossièrement faire un parallèle avec le parti. Et effectivement, il a été déclaré par tous les dirigeants politiques chinois depuis les années 70 que le parti régule absolument tout. Je crois que j'ai mis 2-3 citations dans le livre. le parti est au-dessus de tout. Aussi la prédominance du politique sur l'économie, et ça c'est quelque chose qui est dans la pensée de Maurras, le politique d'abord. Et c'est ça la différence fondamentale entre la Chine et l'Occident, c'est la prépondérance du politique. C'est à chaque étape dans l'histoire chinoise, quand il y a eu une possibilité de création d'une classe bourgeoise, à part, comme je disais, ce petit intermède entre 1912 et 1937, le politique est revenu derrière en légiférant et en sanctionnant. La même chose sur les quatre États confédérés dont parlait Maurras. La Chine aussi, sa relation à la religion est très, on va dire, pas suspicieuse, comme je disais, c'est encouragé maintenant, mais toujours très encadré. Il y a des clous, et pour toutes les religions confondues, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, que ce soit le bouddhisme, c'est très encadré. Donc c'était en fait un parallèle pour dire, sans le savoir, la Chine s'est inspirée de Maurras. Voilà, mais bon, effectivement, si on creuse un peu, il y a certainement des différences aussi fondamentales. Alors, Laurent Michelon, on arrive, il nous reste 1 minute avant la fin de cet entretien. Je voudrais tout simplement vous demander pourquoi vous avez écrit ce livre. Quel message vous voulez passer aux Français ? Alors, pourquoi j'ai écrit ce livre ? C'est parce que j'ai beaucoup de mes amis en France et en Occident, enfin on va dire aux États-Unis et en Europe, qui me disaient c'est pas possible que tout soit négatif comme on le lit dans les médias chinois. Statistiquement, il doit y avoir des choses bien en Chine. Mais dans les médias français sur la Chine, vous voulez dire ? Mais dans tous les médias français. Et en fait, c'était vraiment le constat que tout le monde avait les mêmes éléments de langage sur toutes les quelques questions, que ce soit le Tibet, mer de Chine du Sud. Tout le monde disait la même chose sans forcément s'intéresser à la Chine par ailleurs. Donc je me disais, c'est bizarre que, par exemple, un Français ne sache rien de la question entre le Japon et la Russie sur les îles Kouriles, mais il sache tout sur Taïwan ou la mer de Chine du Sud. Donc je me suis dit, s'il n'y a pas de source en français, je vais le faire. Et c'était une modeste contribution, et c'est un encouragement à vraiment aller se renseigner soi-même.
Oui, bah, tout à fait. Allez vous renseigner vous-même. Merci infiniment Laurent Michelon. Même si on n'est pas d'accord avec l'ensemble des livres, il y a vraiment des éléments en effet d'ouverture d'esprit au moins et de vision des choses différentes et ça c'est toujours intéressant. Je rappelle le titre de votre livre, Comprendre la relation Chine-Occident, la superpuissance réticente et l'hégémon isolé aux éditions Perspectives Libres. Merci encore. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.